L'aube prenait lentement possession de Culver Street. Pour ceux qui étaient éveillés chez eux, la nuit paraissait encore noire, mais depuis déjà presque une demi-heure, l'aurore progressait sur la pointe des pieds. Juché sur le gros érable au carrefour de Culver Street et Balfour Avenue, un écureuil roux cligna des yeux et tourna son regard d'insomniaque vers les maisons endormies. Plus loin, dans la vasque à oiseaux des Mackenzie, un moineau frétillait de joie et s'aspergeait de gouttes perlées. Une fourmi, qui allait son petit bonhomme de chemin dans le caniveau, trouva, au creux d'un papier de bonbons jeté là, une minuscule miette de chocolat. La brise nocturne qui avait fait bruire les feuilles et gonfler les rideaux s'apaisa. L'érable murmura une dernière fois en frissonnant et s'immobilisa dans l'attente de l'ouverture qui suivrait ce prologue paisible. À l'orient, une traînée de lumière pâle colora le ciel. Le sombre engoulevent se retira, et les mésanges lancèrent quelques trilles encore timides, comme si elles avaient peur de célébrer seules la venue du jour. L'écureuil disparut dans un faux pli, à la fourche de l'érable. Le moineau volta jusqu'au bord de la vasque et resta posé là. La fourmi aussi se figea devant son trésor, comme un bibliothécaire en arrêt sur une édition rare. Culver Street frémissait silencieusement sur le bord éclairé de la planète, que les astronomes, dans leur langage rigoureux, nomment la ligne terminatrice. Un bruit se détacha insensiblement du silence, s'enfla imperceptiblement, jusqu'à sembler avoir toujours été là, tapi derrière les sons plus puissants de la nuit si proche encore. Il grossit, se fit plus distinct, et s'affirma comme celui du moteur convenablement assourdi du camion du laitier. Débouchant de Balfour Avenue, celui-ci s'engagea sur Culver Street. C'était un beau camion beige, portant des inscriptions rouges sur les côtés. L'écureuil surgit comme une langue de la bouche plissée de son trou et observa le véhicule, puis il repéra quelque chose qui ferait bien l'affaire pour tapisser son nid. Tête la première, il se précipita au bas du tronc pour s'en emparer. Le moineau s'envola. La fourmi se chargea d'autant de chocolat qu'elle le pouvait et se dirigea vers sa fourmilière. Les mésanges se mirent à gazouiller plus fort. Une rue plus loin, un chien aboya. En lettres rouges sur les côtés du camion, on pouvait lire « Laiterie Kramer ». Sous le dessin d'une bouteille de lait était écrit « Spécialiste de la livraison matinale ». Le laitier portait un uniforme bleu-gris et un calot. Sur sa poche, un nom était brodé au fil d'or « Spike ». Il couvrait de son sifflement le cliquetis des bouteilles qui s'entrechoquaient doucement derrière lui dans la glace. Il se gara le long du trottoir devant la maison des Mackenzie, prit sur le plancher à côté de lui son casier à bouteilles et sauta d'un bond sur le trottoir. Il s'arrêta un instant pour humer l'air frais et infiniment mystérieux, puis il s'avança à grands pas dans l'allée qui menait à la porte. Un petit carré de papier blanc était fixé à la boîte aux lettres par un aimant en forme de tomate. Spike lut lentement et attentivement ce qui y était écrit, comme on déchiffrerait un message trouvé dans une vieille bouteille couverte de sel. 1 litre de lait, une crème économe, un jus orange, merci. Nella M. Le laitier Spike regarda son casier d'un air pensif, le posa par terre et en sortit le lait et la crème. Il examina à nouveau la feuille de papier, souleva l'aimant pour s'assurer qu'il n'avait pas oublié un point, une virgule ou un tiret qui aurait pu changer la couleur des choses, hocha la tête, replaça l'aimant, souleva son casier et repartit vers son camion. L'arrière du véhicule était humide, sombre et froid. L'air y était chargé d'une lourde odeur d'insectes qui se mêlait difficilement à celle des produits laitiers. Le jus d'orange se trouvait derrière la belladone. Le laitier sortit un carton de la glace, hocha à nouveau la tête et remonta encore une fois l'allée. Il posa le carton de jus d'orange avec la crème et le lait et s'en retourna au camion. Non loin de là, à la blanchisserie industrielle où travaillait Rocky, le vieil ami de Spike, le coup de sifflet de 5 heures retentit. Il pensa à Rocky en train de mettre en marche ses machines dans la vapeur chaude et étouffante et sourit. Peut-être le verrait-il un peu plus tard, peut-être ce soir, quand il aurait terminé ses livraisons. Spike démarra et continua sa journée.
Un petit poste de radio à transistor était suspendu par une lanière en simili-cuir au croc de boucher taché de sang qui pendait du plafond de la cabine. Il l'alluma et, alors qu'il se dirigeait vers la maison de McCarthy, une musique douce vint apporter un contrepoint au bruit du moteur. Le mot de Madame McCarthy était à l'endroit habituel, coincé dans la fente de la boîte aux lettres. Il était bref et sans fioriture. Chocolat. Spike sortit son stylo, griffonna « Livraison effectuée » en travers et glissa le papier dans la boîte aux lettres. Puis il retourna au camion. Le lait chocolaté était rangé tout au fond dans 2 glacières, très accessibles près des portes arrière, car il se vendait bien au mois de juin. Le laitier jeta un coup d'œil aux glacières, se pencha et prit, à l'intérieur, l'un des cartons de lait chocolaté vide qu'il gardait dans un coin. Le carton était marron, bien sûr, et un enfant joyeux gambadait au-dessus d'inscriptions informant le consommateur qu'il s'agissait de la « boisson lactée Kramer », saine et délicieuse, à boire chaude ou froide, les enfants l'adorent. Il posa le carton vide sur un casier à bouteilles, puis il écarta les glaçons pour chercher le pot de mayonnaise. Il le prit et regarda à l'intérieur. La tarentule remua un peu, lentement. Le froid l'avait engourdi. Skype dévissa le couvercle du pot et retourna celui-ci au-dessus du carton vide. La tarentule tenta vainement de remonter le long du pot de verre. Il n'offrait aucune prise. Elle tomba dans le carton de lait chocolaté vide avec un floc sourd. Le laitier referma soigneusement le carton, le posa dans son panier et avança en hâte le long de l'allée des McCarthy. Les araignées étaient ses préférées, et en toute objectivité, c'était vraiment ce qu'il avait de mieux. Les jours où il livrait des araignées, Skype était heureux. Pendant qu'il progressait ainsi lentement le long de Culver Street, la symphonie de l'aube se poursuivait. À l'est, la traînée de lumière opalescente céda la place à une lueur rose plus intense qui, à peine visible tout d'abord, s'intensifia rapidement pour se changer en un éclat flamboyant qui vira presque immédiatement au bleu de l'été. Aussi jolis que s'ils avaient été dessinés dans un cahier d'enfant à l'école du dimanche, les premiers rayons du soleil attendaient à présent dans les coulisses. Chez les Weber, Spike laissa une bouteille de crème fraîche remplie d'un gel acide. Chez les Jenner, il déposa 5 litres de lait. Il y avait là des garçons en pleine croissance. Il ne les avait jamais vus, mais il avait aperçu une cabane dans un des arbres sur l'arrière de la maison, et des vélos et des battes de baseball traînaient parfois dans le jardin. Pour les Collines, 2 litres de lait et un carton de yaourt. Chez Mademoiselle Ordway, un carton de lait de poule dans lequel il avait injecté de la belladone. En bas de la rue, une porte claqua. Monsieur Weber, qui se rendait au centre-ville, ouvrit la porte à lamelles du garage et entra en balançant sa mallette. Le laitier entendit le bourdonnement que faisait la petite Sab en démarrant et sourit lorsqu'il l'entendit. « La variété, c'est le piment de la vie », aimait à répéter la mère de Spike. Dieu ait son âme. Mais nous sommes Irlandais et les Irlandais préfèrent manger leurs pommes de terre nature. Mène une vie ordinaire, Spike, et tu seras heureux. Il s'était rendu compte, en roulant sur le chemin de la vie dans son beau camion laitier beige, qu'elle avait parfaitement raison. Il ne restait plus que 3 maisons. Chez les Kincaid, il trouva un mot sur lequel il lut « Rien aujourd'hui, merci ». Il déposa une bouteille de lait bouché qui avait l'air vide, mais contenait un gaz mortel à base de cyanure. Chez les Walker, il livra 2 litres de lait et un demi-litre de crème fraîche. Lorsqu'il atteignit la maison des Merton, au bout de la rue, les rayons du soleil brillaient à travers les arbres et mouchetaient le tracé à demi effacé d'un jeu de marelle dessiné sur le trottoir devant leur jardin. Spike se pencha, ramassa une pierre qui lui parut pouvoir faire un sacré bon palais, bien plate sur une face, et le lança. Le caillou atterrit sur une ligne. Il hocha la tête, sourit et monta l'allée en sifflotant. La brise légère lui apporta l'odeur du savon de la blanchisserie industrielle et il pensa à Rocky. Il était de plus en plus sûr qu'il le verrait, le soir même. Chez les Merton, le message était fixé aux porte-journaux. Annulé.
Spike ouvrit la porte et entra. Il régnait dans la maison un froid de crypte et il n'y avait plus le moindre meuble. Entièrement vide, dépouillé. Même la cuisinière avait disparu. Un petit carré de linoléum plus brillant rappelait l'emplacement qu'elle avait occupé. On avait arraché des murs de la salle de séjour jusqu'au plus petit morceau de papier peint. Le globe du plafonnier avait disparu. L'ampoule, noircie, était grillée. Une énorme éclaboussure de sang séché couvrait l'un des murs. On aurait dit la tache d'encre d'un psychiatre. En son centre, on avait creusé dans le plâtre un cratère profond. On apercevait dans celui-ci une touffe de cheveux emmêlés et quelques fragments d'os. Le laitier hocha la tête, ressortit et resta un instant debout sous le porche. Ce serait une belle journée. Le ciel était déjà plus bleu que les yeux d'un bébé et tacheté de petits nuages candides, annonciateurs de beau temps. Ces nuages que les joueurs de baseball appellent « anges ». Il retira le mot du porte-journaux et en fit une boulette. Il la glissa dans la poche avant gauche de son pantalon blanc de laitier. Il retourna à son camion et, au passage, donna un coup de pied à la pierre du jeu de marelle. Elle roula dans le caniveau. Le camion du laitier tourna le coin de la rue en brinque-ballant et disparut. Le jour brillait d'un vif éclat. Un garçonnet sortit d'une maison en claquant la porte derrière lui, adressa au ciel un sourire et rentra la bouteille de lait.